Et mesdames, messieurs, bel bonjour à tous, excellent réveil, excellente matinée, bon début de semaine pour certains, bon week-end pour d'autres, quelle que soit votre position géographique, en tout cas c'est un plaisir de vous recevoir, comme tous les vendredis, samedi et dimanche, ce matin jusqu'à 10h30, un ensemble d'invités, d'ailleurs avec des univers complètement différents qui vont se croiser ce matin sur ce plateau, notamment à l'occasion de la 8e édition du Salon de l'Innovation. On en parle ce matin avec Abdelaziz Gend, directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie. Ça tombe très bien, retour sur cette nouvelle édition. Retour également sur un autre événement, il s'agit du Cloud Day. Alors c'est un événement qui va s'articuler autour de plusieurs thématiques, notamment la transformation digitale, ou le Cloud Vision. On parlera aussi de la protection des données et la cybersécurité. C'est organisé par le représentant de Google en Algérie. Il s'agit de l'entreprise Issal Flex Cloud, qui seront d'ailleurs représentés ce matin sur le plateau par deux invités ici, qui vont nous parler donc de cet événement qui va se dérouler le 27 de ce mois, donc mardi prochain. Il s'agit notamment sur ce plateau de Rahali Iman, elle est Business Account Manager chez Issal, et de Mehdi Abdelhak qui est Account Manager ISV. Vous allez découvrir un peu tout cela tout à l'heure, on parlera en tout cas de cet événement Google qui se déroulera mardi à l'hôtel Sofitel. Kenzan Char, directrice des programmes de la Fondation Nesl Khair, avec elle la distribution des couffins à l'occasion du Maoulid, mais pas que, on va parler de l'impact économique, l'impact sociétal et l'impact environnemental. Aussi, retour sur le remplacement de ces fameux sacs plastiques par des couffins en halfa ou en osier, ça dépend. Ce sera l'occasion de revenir un peu sur le programme de Nesl Khair et de la Fondation à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et on finira tout à l'heure avec Myriam Moussaïd. Myriam Moussaïd et son fameux coin vert. La météo dans quelques instants, mais vous le savez, comme tous les jours de la semaine, avec Nejma Harish, dans quelques instants, c'est l'actualité, l'info. L'info d'abord avec l'actu du jour, relatée par Nejma Harish, et puis juste après, c'est l'invité. L'invité info de la matinale, il s'agit de Monsieur Achour Djelloul, président directeur général du groupe Serport, une entreprise publique qui gère les 10 ports du pays. On en parle d'ailleurs ce matin avec Nejma Harish et son invité. Bienvenue à vous tous, sans plus tarder, comme le veut la tradition, c'est la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et on va entamer cette matinale par quoi? Par qui? Par la météo avec vous, Amel Laribi, bonjour. Bonjour Mahrez, ça va? Week-end pluvieux, début de semaine comment? Un peu calme. Un peu calme, ouais. D'après la carte, oui. On Un y peu va. d'accalmie. On y va. On y va. Alors bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le ciel restera localement nuageux durant cette matinée avec de la brume, puis le ciel deviendra peu nuageux tout au long de la journée. Mais le ciel se voilera progressivement, mais en soirée sur les régions de l'ouest. À l'est, on aura un ciel localement nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d'averses en matinée vers les régions côtières et proches côtières, puis le ciel restera peu nuageux tout au long de la journée. La moitié sud, partiellement nuageux sur le Nord Sahara, les oasis également le Sahara central avec probabilité de la brume en ce début de matinée vers ces régions, partiellement voilé vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassili, mais le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Sahara et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, plutôt douces pour la saison et agréables, avec toutefois un maximum de 20 degrés du côté d'Oran, Moustaganem et Alger, 19 Tizi Ouzou, 15 degrés vers Mascara, 18 à Naba, 16 degrés à Sétif, 13 Batna, Djelfal, Riyad, au sud 18 degrés du côté de Béchar, Gardaya, 19 à Biskra, 24 à Tindouf, 22 Hassim Soud, Ouagla, 25 à Insalah, 28 Tamanrasset, Janet et enfin le maximum 34 degrés, Borj Bidjoukhtar et Ingazal. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où la grisaille va l'emporter sur une grande partie du continent européen. Donc on aura un ciel plutôt nuageux à Copenhague, Berlin, Varsovie, Prague, des nuages accompagnés de pluie à Paris, Dublin, également Budapest, Rome, Marseille, Bordeaux, Paris. Le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Bucarest, Berne, également Londres. Le mercure affichera 3 degrés à Copenhague, 2 degrés à Varsovie, 5 à Berlin et Prague, 7 à Paris, 8 Londres, Dublin, 10 à Bucarest, 19 degrés à Athènes, 16 degrés à Berne, 15 à Marseille, également Madrid et enfin 16 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée
par Mobilis. Allez, ce matin, on va entamer cette matinale avec tout simplement l'info, l'actualité du jour avec Nejma Haresh, et puis on enchaînera juste après avec l'invité de la matinale. L'invité du jour, Djeloul Achour, président directeur général du groupe Serpor. Nejma Haresh, bonjour. Bonjour à votre invité également. Bonjour Mahrez, bonjour Amel, bonjour à tous. Dans l'actualité, visite aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Hassi Messoud en compagnie du ministre de l'Énergie pour inaugurer une centrale photovoltaïque à Bir Erbah dans la daïra frontalière d'El Borma. Donc cette nouvelle structure énergétique réalisée dans le cadre du développement des énergies renouvelables fournira de l'électricité aux champs pétroliers de Bir Erbah, exploité donc par le groupement Sonatrach Agip. Et à Constantine est prévue également la visite du ministre des Ressources en eau dans la commune de Constantine pour inspecter le chantier d'aménagement de Oued Ermel et assistera par là même à un exposé du secteur dans la wilaya. Il se rendra par la suite dans la nouvelle ville de Ali Menjli à El Khroub pour inspecter un autre chantier de réalisation de la station d'épuration des eaux usées et le projet de protection de la ville Ali Menjli contre les inondations. À Amsila est prévue aussi une autre visite, celle du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour s'enquérir des projets d'investissements agricoles dans plusieurs communes de la wilaya. Le ministre assistera également demain aux festivités marquant le 44e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens. À Relizane, une autre visite ministérielle, cette fois-ci du ministre des Moudjahidines qui doit inaugurer plusieurs projets relevant de son secteur. Il présidera également une rencontre animée par des universitaires. Le ministre visitera à cette occasion, à l'occasion de cette visite de 2 jours, il visitera, je disais, des sites liés à la guerre de libération nationale. Est prévu aujourd'hui aussi au Conseil de la Nation la présentation de la loi de finances 2019 par le ministre des Finances, suivi de débats par les membres de cette institution parlementaire. Et puis une rencontre à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la violence infligée aux femmes. Donc cette rencontre qui sera présidée par la ministre de la Solidarité nationale et de la Famille, Rania Edalia, à l'école. Donc ça se passe à l'école supérieure de la sécurité sociale de Ben Aknoun à Alger. Un autre atelier prévu aujourd'hui de travail sur le manuel scolaire présidé par la ministre de l'Éducation nationale. Ça se passe à l'Office national des publications scolaires à Al-Achour à Alger. Et à Ouergla, une journée d'études est prévue sur le financement des projets d'investissement dans le Grand Sud à l'initiative de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers. Donc l'événement sera une occasion pour traiter de la thématique des financements des projets d'investissement dans le grand sud du pays. Des opérateurs économiques des wilayas de Ouergla, Gherdaya et de l'Arwad seront présents à cette journée d'études et un autre séminaire se tiendra à Oran cette fois-ci. Donc c'est un séminaire régional sur le réseau électronique des documents sécurisés mis en place dans le cadre du programme e-administration initié par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Et cette information concernant la situation agricole dans notre pays. Donc, selon un rapport consacré à l'agriculture algérienne, Oxford Business Group a indiqué que l'Algérie se rapproche un peu plus de son objectif d'autosuffisance alimentaire et pourrait, selon des prévisions officielles, mettre un terme à l'importation de produits agricoles d'ici 3 ans. L'Algérie a enregistré une production céréalière record au cours de la campagne agricole 2017-2018, récoltant plus de
6 millions de tonnes de céréales entre juillet 2017 et juin 2018, soit une augmentation de 74% par rapport aux 3,5 millions de tonnes récoltées au cours de la saison précédente, rappelle la même source qui cite l'annonce faite par notre ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui. Donc cette forte production permettra à l'Algérie d'atteindre avant l'heure l'objectif de produire plus de 5 millions de tonnes de céréales par an avant 2022, je disais. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité d'aujourd'hui. Tout de suite, l'invité de la matinale. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Achour Djelloul, président, directeur général du groupe Serport. Donc il s'agit des entreprises portuaires d'Algérie. Bonjour M. Djelloul, bienvenue à vous. Donc le groupe Serport qui vient tout juste d'acquérir une nouvelle flottille portuaire comprenant 10 remorqueurs, dont 7 ont déjà été réceptionnés. Les trois autres doivent attendre prochainement, donc dans quelques jours. Nous étions présents lors de la cérémonie de la présentation et d'inauguration par le ministre des Travaux publics, M. Abdelghani Zalen. Donc ces 10 remorqueurs qui seront destinés à plusieurs ports d'Algérie vont servir à quoi au juste? Bonjour madame, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour donner quelques informations en ce qui concerne notre groupe. Et puis, effectivement, le 18 novembre passé, nous avons eu à présenter une nouvelle flottille de remorqueurs. Nous avons présenté lors de cette journée 7 remorqueurs sur les 10 que nous avons commandés. Les 7 sont destinés pour le port effectivement de Annaba, de Skikda, de Djanjan, de Béjaïa, de Mostaganem. Il y en a 7. Les 3 autres vont arriver dans quelques jours, qui seront destinés une nouvelle fois pour Annaba, une nouvelle fois pour Djanjan, puisqu'ils ont les 2 ports vont recevoir chacun 2 remorqueurs, et un autre à Ghazawat. La flottille de remorqueurs, c'est en fait le soutien pour les opérations commerciales qui s'effectuent dans les ports. Le navire, quand il arrive, il a besoin d'un soutien pour pouvoir se placer sur le quai qui lui est destiné et entreprendre les opérations commerciales. C'est une flottille qui est en fait une prestation à l'export. Les 10 remorqueurs, nous les avons acquis pour un montant de 76 millions d'euros, 76,140 millions d'euros. Les chantiers qui ont été sélectionnés après l'avis d'appel d'offres qui a été lancé par le groupement d'intérêt commun, donc sont le chantier espagnol, Armon, et le chantier italien, Vittoria. En fait, Armon a eu l'avantage de fabriquer 9 remorqueurs sur les 10. Vittoria, le chantier italien, donc, on a eu que 1. Vous dire que l'opération a coûté plus de 76 millions d'euros. Donc le but étant de développer l'activité de remorquage qui génère des revenus, des richesses en devises. On va dire que l'activité représente près de 110 millions de dollars par an. Mais est-ce qu'on va amortir à court terme cet investissement et quel rendement pour l'activité portuaire algérienne? En fait, d'abord, en ce qui concerne le rendement, c'est que l'activité remorquage représente plus de 35% donc des revenus des ports. C'est une prestation qui est destinée à l'export. C'est une prestation qu'on comptabilise pour les armateurs. Elle est comptabilisée en devises. Rien que pour l'année 2017, Alger a enregistré 13 millions de dollars pour l'activité portuaire qui représente 12% de son chiffre d'affaires globalement. Annaba a enregistré 6 millions de dollars puisque les prestations sont comptabilisées en dollars, qui représentent 18% de son chiffre d'affaires global. Arze
Arzeux étant un port mixte, il traite les hydrocarbures et également les marchandises générales. Donc lui, il a comptabilisé un peu plus que ses voisins. Il a comptabilisé totalement 35 millions de dollars, soit 48% de son chiffre d'affaires. Skikda également, qui est un port mixte à hydrocarbures en marchandises générales, lui, il a enregistré 30 millions de dollars pour l'année 2017. Béjaïa également, ce sont les trois ports mixtes, hydrocarbures et marchandises générales. Béjaïa, lui, a totalisé 11 millions de dollars, qui représente 24% de son chiffre d'affaires. Et puis Djenjen, à un degré moindre, lui, il a comptabilisé 5 millions de dollars, qui représente 15% de son chiffre d'affaires. Globalement, pour l'année 2017, tous les ports ont enregistré un peu plus de 110 millions de dollars. Ceci uniquement pour l'activité remorquage. Il y a d'autres prestations également qui sont comptabilisées en devises. Il s'agit notamment des opérations de pilotage et également des opérations d'amarrage des navires. Donc pour le moment, on va rester dans l'opération de remorquage. Donc ces remorqueurs vont permettre une meilleure manœuvrabilité, Oui, meilleure sûr. qualité de service et sécurité au niveau de notre port, mais aussi il y a un impact environnemental. Oui, bien sûr. Comment cela En fait, les remorqueurs que nous avons acquis dernièrement, ils sont tout à fait dimensionnés pour être soucieux de l'environnement. Donc, leurs moyens de propulsion, leurs moyens énergétiques également sont dimensionnés pour. Ce sont des remorqueurs également qui sont dotés des moyens d'extinction et anti-pollution, anti-incendie et anti-pollution. Ce sont des remorqueurs qui sont classés FIFI 1, Firefighting numéro 1, c'est toute la performance en matière de lutte anti-incendie qui s'effectue un peu au niveau international. Ils sont également dotés des propulseurs extrêmement performants qui sont de la génération des Rolls-Royce et qui sont aujourd'hui très courants au niveau international, surtout dans les grands ports internationaux. Et juste pour information, donc la flotille qui n'a pas été modernisée, voire renouvelée depuis les années 70-80, n'est-ce pas? Pourquoi toutes ces années? En fait, la flotte de remorqueurs aujourd'hui, pour tous les ports, compte environ une soixantaine de remorqueurs. Sur les 60, il y en a 10 déjà qui vont intégrer la flotte, donc on va soustraire certainement toute la flotte de remorqueurs que nous avons acquis dans les années 70. C'est le cas des Chéliff, Mazafran, etc. Ceux-là vont être désaffectés. Au fur et à mesure, on continuera encore à renouveler cette flotte pour aller vers une optimisation de toute la capacité de remorqueurs au niveau national. Et justement, modernisation de flotte, mais aussi de port, dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation et développement du secteur aéroportuaire. Donc, quelles sont les grandes lignes de cette stratégie? Qu'est-ce qui a été fait? Quel projet réalisé jusque-là? Tout à fait. Nous assistons depuis quelque temps à une reformulation sur le plan économique. Les ports ne seront plus les ports d'il y a quelque temps. Ce ne seront plus les ports qui doivent accueillir uniquement à l'import les marchandises. Il y a déjà, aujourd'hui, on traite quelque chose comme 120 millions de tonnes. Il y a 77 millions de tonnes d'hydrocarbures à l'export et le reste, environ 40%, ce sont des marchandises à l'import. Sur les marchandises à l'import, en termes de volume, il y a 95% qui sont accueillis et il y a 5% qui sont enregistrés à l'export. C'est effectivement faible, mais il y a toute une volonté des pouvoirs publics aujourd'hui. Il y a une nouvelle démarche, il y a une nouvelle orientation économique. Il y a des activités en dehors des activités industrielles, mais il y a surtout des activités agricoles, etc. qui sont boostées ces derniers temps. C'est dans le cadre de la politique de diversification économique, donc promotion du produit national et donc exportation. On va insister plus sur les exportations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ports spécialisés? Par exemple, on a le port d'Alger qui est spécialisé dans la marchandise hors hydrocarbures.
d'hydrocarbures. Oui. Si on voit le port de Mostaganem, c'est voilà, c'est pour les véhicules. Est-ce que c'est un peu voulu par rapport à l'activité industrielle des wilayas ou comment ça se passe? Mais bien sûr, c'est une reformulation. C'est lié surtout à la congestion des ports par rapport au tissu urbain. Il y a quelque temps, on assistait vraiment à une intensification de la circulation et c'est en fait cette volonté des pouvoirs publics à reformuler et puis à réorienter un peu les activités. C'est pour cela que l'activité véhicule depuis l'année 2010 a été orientée vers le port de Mostaganem, Ghazawat et Djenjen. Les activités sidérurgiques, eux, ont été orientées vers les ports de Béjaïa, Skikda, Annaba et Oran. Le bois aussi, le bois qui était à l'époque accueilli par le port d'Alger. Désormais, il est plutôt concentré vers les ports comme Béjaïa, Djenjen, etc., non seulement qui disposent de capacités portuaires, mais également où il y a une facilité des flux de marchandises et qui sont également boostés par le réseau routier qui est développé depuis quelque temps. Donc pas seulement le réseau routier, même le réseau ferroviaire. Aussi. Voilà, pour créer même une le réseau, chaîne multimodale de transport. Tout à fait. C'est le cas également pour le port de Béjaïa qui a développé des infrastructures extraportuaires. On a développé une base logistique à Tixter qui est située à proximité de Borj, à 190 km de Béjaïa, qui est dotée d'infrastructures ferroviaires. On a tout un chemin de fer qui pénètre à l'intérieur de la base logistique et qui permet de transférer en fait les marchandises de façon en masse par voie ferrée. Non seulement donc ça règle un souci environnemental puisque le transfert de masse il permet quand même d'être très soucieux de s'inscrire dans une démarche de développement durable et une démarche environnementale, mais c'est surtout sur un plan économique, quand on transfère par chemin de fer un volume important de marchandises, surtout les marchandises conteneurisées, ça représente en matière de coûts des avantages considérables. En fait, c'est un service public que nous avons voulu développer justement sur ces bases logistiques. Vous posez la question, il y a un souci aujourd'hui qui est pris en charge par le pouvoir public en termes de réglementation. C'est un peu la responsabilité des marchandises par rapport aux obligations des armateurs, c'est cet aspect sur le plan réglementaire qui doit être affiné. Justement, parlons des armateurs, Monsieur Achour Djiloul, quand on sait que 95% du commerce extérieur transite par voie maritime. Seulement, les opérateurs se plaignent des prix exorbitants, très élevés du transport maritime, exceptionnellement en Algérie. Oui. C'est-à-dire, même ailleurs si c'est cher, mais notre destination en matière d'importation ou d'exportation, elle reste trop élevée. Pourquoi ? Tout à fait. D'abord, vous posez bien la question, puisque pratiquement 95% et 98% en matière d'hydrocarbures. Tout à fait, 95% du volume, il y a environ 40 millions de tonnes sur les 40 millions, donc il y a 95% qui transitent par voie maritime. Aujourd'hui, les capacités nationales sont utilisées à 5%. C'est un volume extrêmement faible, mais il y a une volonté publique, il y a toute une organisation qui est en train de s'effectuer. Il y a une nouvelle flotte qui est attendue pour les armateurs algériens qui va permettre un peu d'augmenter justement la part sur le plan du transport maritime. Maintenant, en matière de coûts, oui, effectivement, les coûts en Algérie ils sont quelque peu exagérés et ils sont le fait qu'il y a plusieurs risques que les armateurs se doivent de prendre en charge dans la cotation de leur prix. Il y a le risque d'abord administratif. La réglementation veut qu'il y ait des flux qui transitent par les flux administratifs qui doivent impérativement passer par les banques, etc., qui causent quelque peu des retards dans la livraison des marchandises. Il y a aussi le risque, bien sûr, de transport, il y a le risque de sécurité qui est en train de s'atténuer avec la nouvelle démarche qui est entamée depuis les années 2000 et qui aujourd'hui porte ses fruits. Il y a aussi
Il me semble que c'est très important de le souligner. Il y a le professionnalisme également des opérateurs qui est en train d'évoluer. Et ce sont en fait tous ces paramètres-là qui, à l'avenir, vont permettre de réduire un peu les coûts de transport. Il y a ce qu'on appelle le timing, le timing de séjour des marchandises dans le port, qui aujourd'hui, pour les ports algériens, représente quelque chose comme 15 jours, entre 15 et 20 jours. C'est beaucoup par rapport à 24 heures, 48 heures qui s'effectuent un peu dans les autres ports voisins ou bien au niveau international. C'est ce séjour des marchandises qui impacte un peu les coûts et qui, aujourd'hui, la démarche et puis l'orientation et la stratégie des pouvoirs publics qui visent justement la réduction de ces timings et qui vont permettre en fait de réduire l'inflation aujourd'hui à travers les coûts de transport. Restons dans la stratégie des pouvoirs publics qui prévoit aussi la limitation des importations. Est-ce que cela ne va pas affecter d'une manière négative l'activité portuaire, sachant que l'entreprise portuaire d'Alger annonçait pour l'année 2018 une baisse de ses activités de 5%. Est-ce que ça ne va pas gêner, est-ce que ça ne va pas revoir à la baisse le chiffre d'affaires de vos entreprises? Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est une démarche stratégique qui d'abord, en termes de limitation des importations, ça veut dire qu'il y a un potentiel qui est en train de se mettre en place au niveau national. On baisse les importations parce que nous avons de la disponibilité au niveau interne. Ceci pour ce qui concerne un peu la limitation ou bien la réduction des importations. Ce sont des aspects que nous avons enregistrés depuis 3 ans, mais c'est des stratégies gouvernementales qui sont en train de se mettre en place et qui vont permettre un peu d'aller vers l'autosuffisance, au moins sur le plan agricole et d'autres également peut-être produits industriels, etc. Maintenant, ce qui concerne le port d'Alger, je crois que c'est légitime. Le port d'Alger, c'est un port historique pour la ville d'Alger. Il a joué le premier rôle dans le temps, mais aujourd'hui, il y a une série de mutations, une série d'évolutions, surtout du tissu urbain, etc., et qui, à mon avis, c'est à juste titre, le port doit être restitué à la ville. Il doit permettre dans le cadre de cette constituer, opération, de constituer une agrémentation pour la ville. On assiste aujourd'hui en fait au début de ces mutations, mais par contre il y a d'autres infrastructures qui vont venir sur le plan économique suppléer un peu ce qui se fait dans le temps par le port d'Alger. Et vous faites allusion au port de Cherchel, de Hamdania. Voilà. Mais le port de Hamdania, c'est tout autre. Hein. Ce n'est pas uniquement un port C'est un hub. Voilà, c'est quoi un hub déjà? Un hub, ça veut dire que c'est un port qui va être relié aux grands ports du monde, aux grands ports tels que Rotterdam, Anvers, Shanghai par exemple, etc., Singapour. Il va être, d'abord c'est un port qui est appelé à traiter, aujourd'hui le port d'Alger traite quelque chose comme 8 millions de tonnes de marchandises générales, mais le port de Cherchel, il va traiter quelque chose comme 40 millions de tonnes. Il y a 6 millions de VP qui sont attendus en termes de transit par le port de Cherchel et environ 25 millions de tonnes de marchandises générales. Mais c'est un port qui ne va pas jouer uniquement des rôles au niveau interne, mais c'est plutôt au niveau international. Au niveau international, le port de Cherchel va se placer sur la façade maritime entre le nord et le sud, et puis il est déjà avantagé ou bien favorisé par les réseaux routiers qui sont constitués déjà. Il y a l'autoroute Est-Ouest, il y a la transsaharienne, etc., qui va lui permettre de jouer un rôle international. Il va accueillir les marchandises pour être transférées vers les pays subsahariens, etc. Une fois réceptionné, paraît-il qu'il sera classé parmi les 30 plus grands ports du monde. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et puis ce sera également un smart port qui va être relié sur le plan électronique, sur le plan informatique aux grands ports du monde. Monsieur Achour, vous êtes à la tête de 10 ports de commerce et 45 ports de pêche. Qu'est-ce que représente pour vous cette méga gestion?
En fait, oui, effectivement, vous avez bien fait de le souligner. Aujourd'hui, le port de commerce sont au nombre de 10 et qui relèvent donc du portefeuille de l'État qui est géré par le groupe. Les 10 ports représentent 57 milliards de chiffre d'affaires annuellement. Il y a également, en plus des 10 ports, il y a le port de Hamdania qui va rejoindre également les 10 ports dans quelques temps. Il est attendu à l'horizon 2022. L'APD, on vient de la réceptionner, donc les travaux vont démarrer très prochainement. Ce sera en tout cas vers le début du premier trimestre de l'année 2019. Nous avons également 10 EGPP qui gèrent 45 ports de pêche. D'Algérie, c'est des ports de pêche et de plaisance. Et puis, nous avons toute une série d'objectifs en termes d'évolution. Aujourd'hui, les ports de pêche sont également des ports de plaisance, mais à l'avenir, nous verrons à ce que ces activités soient scindées dans le port, puisque les intérêts sont tout autres. L'activité de pêche n'est pas celle de plaisance. Les objectifs sont tout autres. Le type d'activité également est tout à fait différent. Nous verrons à l'avenir d'abord d'augmenter les capacités des ports de pêche, puisqu'il y a toute une série d'évolutions qui représentent un peu en termes d'effectifs de la flottille de pêche qui est en train de se développer, que nous devons prendre en charge à l'avenir. Donc nous sommes obligés de s'inscrire un peu dans une logique d'augmentation des capacités d'accueil. Est-ce que vous faites appel aux investisseurs privés dans ce genre d'opération? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a déjà ce qu'on appelle les opérations mine à pêche qui sont orientées vers le potentiel privé pour booster les activités de pêche. Et puis prochainement également, ce sera des activités de transport passager, de transport de marchandises. Il y a toute une nouvelle série de réglementation, etc., qui va s'orienter vers justement l'appel ou bien l'intérêt privé qui va être encouragé pour ces activités. Une dernière question, M. Achour, on a parlé de transport de marchandises, de port de pêche. Qu'en est-il des passagers? Donc, notamment pour la dernière, on va rester dans l'actualité, donc la dernière saison estivale. Notamment avec la conception de nouvelles gares maritimes. Comment on peut évaluer justement la saison estivale en matière de transport maritime? Alors, en termes déjà pour l'année passée, pratiquement on a fait le record en termes d'accueil des passagers. Ceci est le fait des nouvelles gares maritimes qui sont mises en place au niveau national. C'est un programme qui comprend 7 gares maritimes de l'ouest jusqu'à l'est, et il y en a déjà 4 qui sont opérationnelles, notamment celle d'Alger qui a subi toute une réfection, effectivement, des aménagements. Il y a la nouvelle gare maritime de Béjaïa qui a été réceptionnée en juin 2018. C'est une nouvelle infrastructure tout à fait moderne qui est un peu en termes de standards au niveau international. Il y a déjà des opérateurs qui sont intéressés par la création de nouvelles lignes, tels que les armateurs espagnols, italiens, qui vont s'implanter très prochainement et qui vont leur permettre d'ouvrir de nouvelles lignes sur cette infrastructure. Surtout il y a Mostaganem également qui est opérationnel et qui assure la ligne Espagne-Mostaganem. Et puis il y a également Annaba qui va rejoindre un peu ce potentiel dans quelques temps, puisque la nouvelle gare maritime va être opérationnelle à partir du mois d'avril 2019. Sachant, M. Achour, que le transport de passagers représente 50% du trafic des entreprises portuaires. Donc c'était la dernière question, M. Djeloul Achour. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. On se retrouve demain pour un autre invité de la matinale. Au revoir.
Merci à vous, merci Njma Haresh, merci à votre invité également, Djeloul Achour, président directeur général du groupe Serport, encore une fois sur le plateau de la matinale. Et ce matin, dans quelques instants, nous recevrons Abdelaziz Gen, directeur général de la compétitivité au ministère de l'Industrie. Avec lui, retour sur la 8e édition du Salon de l'Innovation. Mais juste avant, c'est Félix El Hamdi qui nous parle d'une autre édition. Cette fois-ci, c'est la 9e. Et elle concerne le domaine des arts. D'ailleurs, c'est les arts plastiques de Durdura qui sont à l'honneur. Allons-y, Félix El Hamdi, on se retrouve juste après. C'est à la Maison de la Culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou que s'est déroulée la 9e édition du Salon Durdura des arts plastiques, placé cette année sous le thème « Sur le chemin de Tejmat ». Cette année, en hommage à l'artiste peintre Denis Martinez, donc un artiste vraiment complet, artiste, peintre et poète en même temps, dont l'œuvre est viscéralement liée à l'histoire et au patrimoine algérien. Donc Denis Martinez a un rapport extraordinaire avec les structures spatiales, avec donc tout le patrimoine matériel et immatériel des villages de la wilaya Tizi Ouzou et de la Kabylie d'une manière générale. Donc c'est quelqu'un qui a toujours, qui aime transmettre à la nouvelle génération, qui est très généreux et qui a toujours œuvré pour la promotion de l'art algérien. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'artiste Denis Martinez, auquel est dédiée cette édition qui n'a pas caché sa joie de se retrouver encore une fois en ce lieu. Le choix de mon exposition cette fois-ci, c'est le récit de mon travail depuis 2004 à nos jours sur le cheminement nomade du festival Racontar qu'on a fait en Kabylie dans chaque village, et en général dans les Tajmet, j'ai fait ce qu'on appelle des œuvres éphémères, graphiques, avec bien entendu la complicité des villageois, etc., dans un ensemble d'activités culturelles. Un grand espace lui a été exclusivement réservé pour exposer ses différentes créations. Tableaux et fresques retraçant son parcours. Je suis venue spécialement d'Alger pour voir cette exposition et être présente à l'hommage qui a été rendu à M. Martinez. Et je l'ai vu aussi à Tiferdoud en action, donc je trouve que c'est extraordinaire. Là, je découvre d'autres aspects de sa personnalité, d'autres peintures, mais sur les autres panneaux, je vois les tuiles que j'ai vues à Tiferdoud. Et j'ai vu comment elles ont été petit à petit installées. Et c'est d'une beauté, c'est à la fois, ça donne le côté rustique. Et je trouve qu'il a réussi à intégrer, aussi par sa connaissance de la langue kabyle, arabe et le français, il a réussi une intégration. Il a intégré les signes berbères, il a intégré aussi le pays et quelque chose qui est très vaste et qui transparaît dans ses peintures. C'était vraiment magnifique, de magnifiques tableaux, de magnifiques prestations, de très formidables couleurs, de tout genre, de toute imagination, qui vise vraiment une réalité positive, c'est-à-dire même ça donne un sens à tout type d'une vie vraiment humaine et riche aussi. Un film de Claude Hirsch intitulé Denis Martinez, un homme en liberté, est une belle démonstration de ce que la thématique artistique peut apporter à ce genre cinématographique, avec un profil mutuel évident entre le 7e art et les autres. Des activités destinées à la frange juvénile sont également au programme de cette manifestation. À l'exemple, des ateliers de calligraphie, de peinture, de dessin et de lecture qui seront toutes dédiées au thème de Tejmat et qui seront animées par plusieurs artistes.
Et Frédéric Hamdi qui nous parlait donc de cette 9e édition du Salon des Arts Plastiques du Djurdjura. Excellente matinée, bienvenue à vous tous. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous regardez Canal, nous sommes en direct du 21 boulevard des Martyrs. Et ce matin, après l'invité du jour, on a parlé des ports d'Algérie, des grands ports d'Algérie, mais également des ports de pêche et de plaisance. Place à présent à un autre domaine, il s'agit de l'industrie et les mines. À l'honneur ce matin avec vous, Abdelaziz Ghent, bienvenue à vous. Alors vous êtes directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie et des Mines. Et on va parler avec vous notamment d'un salon, la 8e édition du Salon de l'Innovation. Cap sur cet événement qui va se dérouler le 4 décembre prochain. Et vous avez choisi l'université de Babzoura. Absolument. Donc le salon d'innovation, c'est un événement que le ministère de l'Industrie et des Mines, donc avec la collaboration de l'Institut algérien de la propriété industrielle, a pris l'habitude d'organiser en direction des innovateurs. Donc ça va se passer cette année à l'université de Babzoura, effectivement, et c'est à partir du 4 décembre. Donc ça sera le 4, 5 et 6 décembre. Et le 7, la remise des prix. Et le 7. On y reviendra dans quelques instants si vous le permettez. Alors la thématique de cette année, ensemble, construisons une industrie innovante. Vous vouliez dire quoi par là? Ça veut dire tout simplement qu'il faudra que notre industrie doit se mettre comme ça se fait de partout dans le monde, à l'innovation et à tout ce qui est procédure de certification de la qualité pour pouvoir justement avoir des produits innovants, des produits de bonne qualité pour les positionner, d'abord garder ces parts du marché national et positionner nos produits et services sur le marché international. Abdelaziz Ghent, comment on définit l'innovation au ministère de l'Industrie et des Mines? L'innovation, ça a plusieurs définitions, mais curieusement, l'innovation, ça a toujours été lié aux techniques, mais l'innovation, c'est un vocable économiste. Donc, l'innovation, ça pourrait être défini comme quelque chose qui est techniquement soutenable et économiquement viable. Voilà. Sur les 7 précédentes éditions de ce fameux salon, vous avez retenu quoi? Que doit-on retenir tous, d'ailleurs? Ce qu'on doit retenir sur les salons d'innovation, c'est quand même un espace et une occasion, une opportunité pour nos innovateurs de s'exprimer, de se savoir pris en charge et de se savoir qu'il y a un État derrière eux qui les appuie, qui les soutient. Et chaque année, on fait quand même, on est spectateur de pas mal d'idées qui sont innovantes, de pas mal d'idées lumineuses que ces concepteurs auraient pu larguer comme ça ou abandonner s'il n'y a pas justement ce genre d'opportunités. On a chaque année une augmentation effectivement de nombre de demandes d'inscription à ce salon de l'innovation. On enregistre également une augmentation de nombre de demandes d'enregistrement pour les brevets ou bien pour les marques. Et chaque année, on retient une cinquantaine, voire une soixantaine d'idées qu'on met à compétition. Parce qu'il y a quand même certaines conditions. Il faut que l'idée ne soit pas uniquement une idée, mais il faut qu'il y ait déjà une petite avancée dans la concrétisation de cette idée. Par exemple, la réalisation du premier prototype, par exemple, on parle d'une innovation sur... Et donc, chaque année, la compétition dans le salon de l'innovation pour l'obtention du prix de l'innovation est rude et là, c'est une bonne nouvelle pour mais que sont devenus les lauréats des 7 précédentes éditions et même les participants qui avaient des idées innovantes? Pour bon nombre de ces lauréats, leurs idées ont été concrétisées et certains produits sont commercialisés ou les procédés qui ont fait l'objet d'innovation sont en utilisation là où c'est destiné à être fait. Vous m'excuserez si cette question vous embêtera, mais quel type de projets ont été réalisés jusqu'à présent et commercialisés, qui ont vu le jour? Enfin, par exemple, les différents process, c'est bien sûr le prototype, par la suite c'est l'industrie. Il y a eu, par exemple, le dernier salon, le salon de l'année passée, où l'idée c'était de quelqu'un qui a
inventer des serviettes anti-moustiques, par exemple. C'est un produit qui est commercialisé, que vous pouvez trouver dans les boutiques. Et puis, c'est un produit qui risquerait d'avoir de l'avenir dans la mesure où l'OMS est intéressée à ce produit. Vous avez un autre lauréat qui a pu créer un procédé pour faire pousser du gazon, donc faire accélérer, donc pour résoudre le problème de l'alimentation, par exemple, d'un certain type de bétail qui est destiné à l'élevage. Donc l'idée Et puis bon, c'est vrai qu'il y a d'autres idées qui peinent encore à trouver des financements, qui peinent à convaincre, parce que l'idée innovante, c'est aussi comme je vous ai expliqué, l'innovation, ça reste un vocable économique, et donc c'est un peu du ressort du monde économique que ça finit d'être concrétisé. Donc il faut que l'idée, c'est vrai qu'elle peut être lumineuse, qu'elle peut être très bonne, mais il faut qu'elle soit convaincante sur le plan économique pour qu'elle soit adoptée par les industriels, par les opérateurs économiques. Il ne suffit pas de plaire au ministère de l'Industrie et des Mines, il faudrait peut-être convaincre d'autres partenaires, c'est cela? Absolument, donc entre établissements financiers, industriels, entreprises industrielles. Et vous intervenez sur cet aspect-là ou pas du tout? Si, on oriente, on appuie, et puis bon, il y a quand même un fonds de garantie qui est là pour justement garantir les crédits qui sont contractés dans ce domaine-là, pour résoudre le problème des innovateurs qui n'ont pas de financement et qui n'ont pas de garantie pour leur crédit. Mais on travaille encore à faire huiler la machine, de sorte à ce que dès que l'idée a été publiquement acceptée, que son auteur puisse être pris en charge de manière automatique, et que l'idée finisse en une exploitation ou application économique. En marge de cette 8e édition, il y a un événement que vous allez lancer d'ailleurs. Il s'agit d'Algeria Quality and Innovation Days. C'est quoi? C'est un salon dans le salon? C'est une journée dans le salon? C'est plutôt l'inverse. Donc c'est un événement qui est beaucoup plus large que l'innovation. Le mois de décembre, c'est quand même un mois pour lequel le ministère de l'Industrie est très actif. Donc on a souvent beaucoup d'événements, donc à commencer par le Salon de l'innovation et à finir par la Journée nationale de la normalisation. Et donc on s'est dit, le ministère de l'Industrie, à travers toutes les institutions qui coordonnent l'activité, fait beaucoup de choses, et il est peut-être grand temps qu'on en fasse un événement qui reste dans les esprits et qui sera attendu par tous les acteurs concernés, et dans lequel on essaiera de sensibiliser, on essaiera de vulgariser nos activités. Donc cet événement qui est dans sa première édition, l'Algeria Quality and Innovation Days, c'est un événement qui sera dédié aux activités de l'infrastructure de qualité nationale. Donc par activité de l'infrastructure qualité, il faut comprendre les activités de normalisation, les activités d'accréditation, les activités de métrologie, les activités donc d'évaluation de la conformité tout azimut, les activités de propriété industrielle, les activités liées à la sécurité industrielle et bien évidemment la contrefaçon. Donc quand vous voyez ces activités-là, il y a une logique dans l'interaction, et on s'est dit pourquoi pas un événement qui va parler de tout ça. Donc c'est un événement qui va démarrer le 2 décembre et qui prendra fin vers le 19 décembre. On va commencer par justement l'inauguration du Salon de l'innovation, et on terminera par la Journée nationale de la normalisation qui, elle aussi, elle est jumelée avec l'attribution, le décernement du prix algérien de la qualité. Le 19 ? Le 18, la journée de normalisation, elle aura lieu le 18 décembre à l'hôtel Oracé d'ailleurs, et vous êtes cordialement invités. C'est gentil, merci à vous. Merci à vous, M. Abdelaziz Guend. Alors du coup, juste pour savoir,
Algérie Quality and Innovation Days, ça va se dérouler où? Babzouar toujours ou ça va Non, c'est un événement, donc c'est pas des festivités, c'est pas un salon, c'est pas. C'est un ensemble de petits c'est un ensemble de petites actions. Spots événementiels dans absolument. Donc on va essayer d'être présent parmi vous dans les médias, dans les espaces publics de communication. Et c'est un événement qui aura une connotation nationale. Donc ça va se dérouler, ça va toucher toutes les wilayas du pays. D'ailleurs, la semaine dernière, le ministre de l'Industrie a saisi donc tous les walis pour demander un peu qu'ils s'approprient, qu'ils soutiennent absolument, qu'ils soutiennent et qu'ils accompagnent nos directeurs de l'industrie des mines dans les wilayas et nos structures dans les wilayas pour qu'il y ait justement de l'activité autour de l'infrastructure de la qualité nationale. Avant de vous laisser repartir, vous êtes directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie et des Mines. Comment se porte l'industrie algérienne? Pour ma part, je considère qu'elle se porte bien. Donc, pour le peu que j'ai pu faire personnellement pendant le temps que je suis, ça fait quand même 4-5 ans que je suis au ministère de l'Industrie. Sur le plan, par exemple, si je me limite à mon rayon d'action, donc qui est l'infrastructure qualité nationale, nous avons pu mettre à jour et en adéquation avec ce qui se passe à l'international notre législation et réglementation dédiée à l'infrastructure qualité nationale. On est en train de pousser pour avoir de l'infrastructure proprement dite, laboratoire, à l'image par exemple du projet de laboratoire national de référence en métrologie. Nous avons un projet pour un peu réunir sous le même toit toutes les institutions de l'infrastructure qualité nationale de sorte à ce que l'entreprise qui a besoin d'être accompagnée puisse trouver tous les interlocuteurs sur le même site, donc à travers la réalisation de la maison de la qualité à Bellecour, qui sera inaugurée, Inch'Allah, le premier trimestre 2019. Et nous sommes en train donc de pousser nos institutions à adopter, nos institutions et nos entreprises, donc on est en train de les sensibiliser à adopter les démarches de la qualité et de l'innovation comme un processus basique à l'entreprise de sorte qu'elle soit la plus compétitive possible, comme je l'ai expliqué au début, pour qu'elle garde ses parts de marché national et qu'elle puisse mettre un pas sur le marché international. Nous avons par exemple dans le domaine de la propriété industrielle avec le renforcement de l'institution qui est en charge, qui est l'ENAPI. Nous avons eu de bonnes relations avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et Inch'Allah peut-être si on arrive à fixer les choses avec l'Organisation mondiale, il y aura l'inauguration à Alger de l'un des 6 bureaux extérieurs de cette organisation à travers le monde. Donc c'est un bureau qui a été arraché avec du travail, donc on a été convaincant. Je suppose qu'avec l'adoption de la stratégie industrielle nationale, beaucoup de choses vont se faire d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement l'une dans l'autre, on avance. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès. On aura l'occasion la prochaine fois d'aborder d'autres questions. Là, on reviendra sur la dite industrie automobile, la dite industrie électronique. Nous reviendrons également sur d'autres thématiques. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite pour votre salon. D'abord, le salon de l'innovation, 4 au 7 décembre, l'université de Babzouar. Ensemble, construisons une industrie innovante. Et puis, l'autre événement qui va se dérouler du 2 au 19 décembre d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est Algérie Quality and Innovation Days, avec d'ailleurs l'attribution du prix algérien de la qualité. Absolument. Merci encore. Merci pour l'opportunité et bon courage à vous aussi. Merci Abdelaziz Gent. Rappelons que vous êtes directeur général de la compétitivité au ministère de l'Industrie et des Mines. Mesdames, Messieurs, on se retrouve dans quelques instants juste après cette escapade ou du côté d'une réserve. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après pour parler d'un événement Google. Cette fois-ci, il va se dérouler mardi prochain.
La réserve de biosphère de Taza et sa riche et variée biodiversité floristique, aviphonistique et faunistique demeure menacée par le réchauffement climatique. Taza et sa réserve sont aussi menacées par diverses pressions anthropiques liées surtout à l'activité de l'homme et à l'expansion de l'urbanisation qui accapare des forestières. La réserve de biosphère de Taza est intimement liée à sa frange côtière. Le banc des Kabyles, vivier de nombreuses algues marines et de poissons, tels le mérou, sont menacés par la pêche côtière et les pollutions diverses. Comment préserver toutes ces richesses naturelles d'importance internationale? Rahim Abdelaziz qui nous présentait donc cette fabuleuse réserve. Et ce matin, comme annoncé, un événement Google sur lequel on revient ce matin avec deux invités. Madame Rahali Iman, bienvenue à vous. Alors vous êtes Business Account Manager chez ISAL, partenaire exclusif de Google en Algérie, accompagné de Mahdi Abdelhar, bienvenue à vous. Alors vous êtes Account Manager ISV. ISV qui veut dire c'est la sécurité, c'est le recouvrement des désastres en cas de sinistre l'infrastructure IT. Eh bien, très bien. On va en parler dans quelques instants, si vous le permettez. Juste avant d'entamer la thématique de cet événement, mais également ceux qui vont prendre part à cet événement, est-ce que vous pouvez nous parler de ISAL Oui. En quelques mots. Alors, ISAL, c'est une jeune entreprise qui existe depuis déjà 8 ans. Oui. On se trouve à Oran, donc c'était beaucoup plus un choix stratégique par rapport à notre data center. Et puis, nous sommes cloud provider et notamment partenaire exclusif de Google en Algérie. Donc, on est Partenaire exclusif ou représentant? Alors, on est partenaire exclusif. Donc, on a eu le badge de partner. Donc, c'est vrai qu'il y a des resellers un peu partout. Mais nous avons réussi à se placer en tant qu'expert dans les solutions G Suite. Alors, l'événement en question. Alors, articulé autour de deux thèmes clés, le Cloud Day abordera la transformation digitale et le Cloud Vision, ainsi que la protection des données et la cybersécurité. Cloud Day, c'est le nom de cet événement, c'est la première édition. On y va, vous en parler. On va commencer par parler, c'est quoi le cloud en fait? Déjà. Le cloud, c'est avoir accès à une infrastructure importante et puissante en termes de IT, sans pour autant le posséder. C'est un peu comme l'électricité, c'est aussi un peu comme l'eau. On n'a pas une centrale nucléaire dans chaque appartement et on n'a pas un puits dans chaque jardin. Et ben c'est exactement la même chose pour tout ce qui est infrastructure IT pour les sociétés ici en Algérie. Et ce qu'on a fait en fait, c'est on a un data center à Oran que les sociétés algériennes peuvent utiliser. De super grands PC. Mais c'est voilà. ça. De stockage de données. Voilà. Donc nous avons investi beaucoup dans ce data center qui nous a coûté presque 2 millions d'euros. Et puis nous avons axé tout cela sur la protection des données.
intervenants qui viennent aussi du monde. Est-ce que je peux citer quelques noms justement d'intervenants comme Cisco, voilà. Nous avons le PDG de Sierma Sirvi, nous avons Eltwis Mena qui sont experts dans tout ce qui est Salesforce, c'est des ERP et des CRM à installer, et les speakers veulent axer cela, faire passer le message avec nous et dire que il faut se coller au progrès et c'est le moment. Alors, Rachid Graba, Regional Territory Lead Manager, MENA, Irlande. MENA Region, voilà. Ouais. Alors ensuite, vous avez Zin Sreyer, vous avez Mohamed Hakim Soufi, vous avez Iman Boumaza, vous avez Mehdi Yetou, vous avez Karim Sid Ahmed, Badis Ramli et Amin Mena, notamment. Et d'ailleurs, l'événement est ouvert aux professionnels, c'est-à-dire les inscriptions sont toujours en cours. Est-ce que c'est les inscriptions les inscriptions sont toujours en cours. Ouais, vous attendez combien de personnes? Alors, nous attendons à peu près 150 personnes, mais nous en sommes à 200, voire plus d'inscriptions. Ouais. Donc, oui, nous sommes contents. Ouais. Et puis, voilà, ceux qui regardent maintenant, ils peuvent encore s'inscrire et ils peuvent y adhérer. Donc, on va traiter des sujets qui sont vraiment très importants et pertinents pour les chefs d'entreprise en Algérie. Il y a un côté comment augmenter l'efficacité des sociétés, ça va être en collaboration avec Google. Mais il y a aussi le côté sécurité aussi. De notre temps, voilà. Ouais. En fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est on peut dire qu'il y a un genre de cyberguerre, on va dire, entre plusieurs pays. Ouais. Les États-Unis, la Chine, la Russie. Et récemment, l'année dernière, en fait, il y a eu une attaque. Le problème, en fait, c'est que ceux qui sont touchés par ces attaques, c'est pas parce qu'ils sont cibles, mais plutôt parce qu'ils sont des... Ils n'ont pas investi, voilà. Ils ont été touchés. C'est-à-dire qu'ils sont vulnérables. Carrément. Qui sont vulnérables. Ouais. Alors il faut trouver un moyen de se protéger parce que le risque zéro n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes à la tête d'une grande société de 3000 personnes, vous devez les payer à la fin du mois et que vos systèmes ont craché et vous n'avez pas comment les payer? Et alors? Il faut trouver un moyen de remettre en route les opérations. Et c'est là où nous on intervient en fait. On offre des outils pour que vous puissiez rapidement remettre en ligne vos opérations. Ensuite, ce qu'on appelle des Service Level Agreements, SLA. En fait, on a des contrats transparents et clairs que les sociétés algériennes peuvent utiliser pour être assurées et pour être sûr que leurs données sont protégées. C'est cool ça. Yeah. C'est cool et c'est très important. Hein. Oui, c'est très important. Après, on ne peut pas aller sur des questions extrêmement techniques, parce que je veux dire, chaque émission a sa cible, et la cible qui nous regarde ce matin n'est pas forcément la cible des professionnels que vous recherchez au sens technique, mais ça peut en tout cas sensibiliser beaucoup, ça peut aussi permettre d'en savoir un peu plus. Votre entreprise existe depuis quand ? Depuis 2008. Elle emploie combien de personnes aujourd'hui ? Alors, on a une vingtaine de personnes, c'est une jeune entreprise, et puis la moitié du personnel sont des ingénieurs. D'accord. Parce qu'on va vraiment vers l'automatisation et vers le self-provisioning. Donc, on a besoin d'une équipe qui est là en tant qu'expert, mais tout se fait automatiquement. Combien de clients actifs actuellement ? On en est à 400 voire 500 clients. Diversifiés entre public et privé, beaucoup plus des entreprises privées qui y adhèrent plus rapidement. Le service public est-il sensibilisé aujourd'hui ? Les entreprises publiques, le service public. Ils sont sensibilisés, mais il y a des choses qu'ils doivent faire. Qu'ils doivent faire comme ? C'est un petit peu lent par rapport au secteur privé, c'est tout à fait normal avec les législations et tout ce qui en suit. Et c'est pour cela qu'on est parti vers le 100% cloud en Algérie, pour les rassurer. C'est-à-dire que le data center d'ISA se retrouve en Algérie, les données ne vont pas sortir du territoire national. Et puis on leur assure tout ce qui est reprise d'activité. Il y a eu des débats économiques là-dessus. Carrément, il y a eu même... sur les data centers qui stockaient de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a même un cahier de charge qui vient de sortir au niveau de la RPT pour justement réguler les vrais hébergeurs et pour faire en sorte de réorganiser. Vous êtes nombreux à héberger en Algérie ? Je peux vous dire qu'on fait partie vraiment d'une petite minorité parce qu'il y a plein d'hébergeurs qui sont en train d'aller vers cette optique-là. Au-delà de la question sécurité et protection des données, héberger ces données ici en Algérie, ça a quel avantage ? C'est qu'on est protégé par la loi et la réglementation algérienne.
C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en cas de pépin, vous pouvez vous référer à la justice imagerie. Par contre, si votre information, vos données sont stockées à l'étranger, en Irlande notamment. Voilà. Bon courage. Bah oui, hein. Bon courage. Que doit-on retenir de votre événement? En gros, en fin de compte, quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée, mais à laquelle vous auriez souhaité répondre? Alors, ça se passe une fois dans une vie. Une fois dans une vie. Alors, je dirais pourquoi dans ce retard dans le thème des TIC en Algérie ou de la numérisation, par exemple. Si vous le souhaitez. Moi j'ai aimé votre question en fait. L'événement, il est pour qui? C'est pour les chefs d'entreprise, pour les sociétés algériennes, qu'elles soient privées ou publiques. Alors certes, ils sont en train de travailler en ce moment. Je ne sais pas s'ils sont en train de regarder l'émission. Ils pourront la revoir en tout cas ce soir à minuit. Voilà. Vous ne la regardez pas en direct. Sinon, s'il y en a qui connaissent des chefs d'entreprise, des PDG, et qui savent qu'ils seront intéressés par cet événement, et ben qu'ils les contactent et qu'ils leur disent de venir le 27 au Sofitel à 14h. Inscription possible le jour même? Oui. On peut y aller selon le nombre. Jusqu'à présent, vous avez inscrit combien de personnes? Sincèrement, il y en a 200. Mais on peut tolérer jusqu'à 250 après, tant qu'on est... C'est un événement payant? Non, du tout. Ah, c'est un événement non, c'est un événement... on vous invite, vous êtes invité aussi d'ailleurs. En tant que journaliste? Facture là et du protection des données. Moi, mes données sont sur Gmail, sur Facebook et sur Instagram. Pas seulement. Et les données de Canal Algérie, de 1TV, les vidéos qui bouffent beaucoup de stockage. C'est cela. Voilà. Donc c'est ça en fait la prise de conscience à avoir. Ça coûte cher de stocker en Algérie? Ça coûte cher de perdre les données. Cowboy. C'est une réponse cowboy. Celle-là, vous l'attendez. C'est vrai que ça coûte cher de perdre des données, mais ça coûte cher quand même de stocker en Algérie, avant d'avoir perdu ces données. En fait, si on réfléchit au risque et au désastre, l'argumentaire cher ne revient pas. Non. Parce qu'on ne dit jamais merci au DSI, mais quand il y a... Le DSI, c'est le directeur technique. Donc il est là, il mène tout cela, la numérisation. Mais s'il y a un pépin et que l'entreprise devrait perdre des millions et des millions de dinars, ou alors en dollars, comme le cas d'une grande société, Maersk, qui a perdu 300 millions en dollars en une seule journée à cause de cela, du sinistre. Pas en Algérie. Partout, tous les points étaient touchés. Elle était touchée. Maersk qui ont des navires qui accostent tous les 15 minutes, ils étaient en rade ici sur le port pendant une dizaine de jours. Voilà. À cause du système informatique. Je vous repose la question, ça coûte cher de protéger ces données en Algérie? J'ai compris, vous dites l'importance, c'est vrai, il est vrai. C'est comme, je vais vous dire, à petite échelle pour monsieur et madame tout le monde, c'est comme avoir un disque dur, il tombe, il se casse. Du coup, vous dites, si j'avais copié, si j'avais fait une sauvegarde pour un autre disque, ça aurait été bien. Ça n'a pas de prix, effectivement. Maintenant, est-ce que ça coûte cher quand même, oui ou non, de stocker en local? C'est relatif, hein. Ce qui est cher pour quelqu'un n'est pas cher pour un autre. Ah, vous répondrez jamais avec un... Non, l'argumentaire des pricing, c'est-à-dire que nos prix sont très transparents. Nous avons notre petite marge, c'est normal, nous faisons tourner un business, et puis on reste toujours à la merci de tout le monde, et on veut vraiment vulgariser cela, cette information. Et Mahel, c'est pas du backup, hein. C'est pas copier les données. Non, j'avais compris. Voilà. Hein, c'est vous Moi, reprendre. J'ai donné un petit exemple pour monsieur et madame tout le monde. Tout le monde, d'accord. C'est à un moment, je veux dire, il nous est tous arrivé à un moment où c'est pour simplifier, expliquer au grand public, aux téléspectateurs qui nous regardent, qui sont divers, hein, je vous le dis, ça va de mamie à la petite gamine de 6 ans qui regarde sa télé et qui est en Europe actuellement ou au Canada. Mais juste c'était pour cela. Après, on a tous vécu cela, un jour ou l'autre. Les photos, voilà. C'est ça, c'est juste un petit exemple. Effectivement, après, à grande échelle, le stockage de données et héberger toutes ces informations ici, c'est quelque chose de... Et l'analogie du cloud, va complètement changer à ce moment. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Mahrez. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Un mardi, 14h, 18h. Ça se passe où? Ça se passe au Salon Jardin d'Essai à l'hôtel Sofitel. Merci à vous, merci d'avoir été là. On rappelle Imen Rahali et Mehdi Abdelhaq, tous deux représentent ISAM, une entreprise partenaire de Google, et ils organisent cette première édition du Cloud Day. Merci encore, à bientôt. Allez, quant à nous,
Tiens, un hommage à un chantre, à un monument de la chanson Chabi, de la chanson populaire. Il s'agit de Haj Mohamed Lanqa. C'est parti, on se retrouve juste après avec deux invités, Kenzan Char et Mary Moussaïd pour finir l'émission. Allons-y. Je chante pour les Algériens. Une phrase qui résume à elle seule le parcours artistique exceptionnel d'un des maîtres de la chanson Chabi, Cheikh Mohamed Lanqa, ou celui qu'on surnommait le cardinal. C'est en 1907, au sein d'une famille modeste d'Alger, que le Hajj Mohamed Lanqa a vu le jour en pleine période coloniale, d'où l'attention accordée par ses parents à son éducation et à son instruction. Des parents qui s'inquiétaient en même temps pour son intéressement à l'art, ce qui n'était pas admis à l'époque. D'ailleurs, il était encore jeune lorsqu'il a rencontré au café Qahwat la Gare son futur maître, Cheikh Mustafa Nador, qui l'intégrera dans sa troupe musicale, ayant apprécié sa mémoire vive et sa capacité à apprendre et mémoriser un qsid, après l'avoir écouté une seule fois. Les grands moments de la carrière artistique de Hajj Mohamed Lanqa et l'influence du milieu populaire, la Casbah d'Alger où il a vécu, et des événements de son époque, le colonialisme français, la révolution et l'indépendance nationale, sur son art qu'il a voulu populaire, ayant fait le choix de s'adresser sans détour aux enfants de son peuple. Ces événements ayant accompagné et forgé le parcours du maître du Chabi. Les modifications qu'il a apportées à l'andalou, tant au plan de la langue qu'au plan de la musique et l'introduction du banjo pour populariser ce genre, lui ont valu des critiques acerbes de la part des puristes, des critiques qui ne l'ont pas empêché d'être intronisé comme le maître du Chabi. Mieux encore, le Hajj Lanqa persiste et signe en rendant son jeu musical plus pétillant, ajouté à cela sa manière de mettre la mélodie au service du verbe. Au terme d'une carrière de plus d'un demi-siècle, le cardinal s'est éteint après avoir interprété près de 360 qsid et produit environ 130 disques. Un legs qui lui vaut aujourd'hui de voir son nom porté par une école, l'Anqawiya. Haj Mohamed Lanqa sur Canal avec cet hommage ce matin. Allez, camarades, on finit l'émission avec Kenzan Char d'un côté, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et de l'autre, Myriam Moussaïd, bonjour. Bonjour, Mahalef. Bienvenue à vous. Merci, merci. Alors, du coup, ce matin, on va parler d'un côté avec vous deux. Du bougainvillier. Bougainvillier. Eh oui. Ah ouais, oui. C'est bien ça. Il est en fleurs en ce moment, donc j'ai profité pour en parler. Ouais, ça tombe bien, on va voir quelques images dans quelques minutes, votre reportage, mais juste avant. Kenzan Char, directrice des programmes de la Fondation Nesl Khair, comment va Nesl Khair? Excellent, alhamdoulilah. Excellent, alhamdoulilah. Ça résume. Ouais, excellent, alhamdoulilah. Super. Comment va Kenzan Char? Très bien. Tranquille? Très bien. Les programmes de la Fondation, notamment avec la distribution du fameux koufin, pardon. Alors, si pour certains on pensait que le koufin c'était spécialement pour Ramadan, vous en avez développé un pour le Mawlid. Tout à fait, tout à fait. On a profité de l'occasion de Mawlid Nabawi Sharif, justement pour faire une distribution de koufin. Et donc, le projet s'appelle Mouloudna Sanat Bladi. Donc, le koufin qu'on a distribué, c'était pas dans des sacs en plastique, ni dans des cartons, mais c'est justement dans des koufins. Donc, ça a plusieurs impacts, le projet a plusieurs impacts. Donc le premier, c'est justement pour la relance de l'artisanat, notamment la fabrication du koufin. En halfa. En halfa, tout à fait. Et le deuxième impact, s'il est environnemental. Donc on utilise le koufin traditionnel pour combattre les sacs en plastique. Mais aussi le troisième impact a été par rapport à justement, enfin le koufin, il comprend tout ce qu'il faut pour passer le mouloud. Donc selon les traditions. Donc c'est pour faire Tomina, le Hanna et aussi le Coran, donc pour un petit peu éloigner le citoyen algérien de ces nouvelles pratiques d'utilisation des pétards ou autres, mais justement pour revenir aux traditions. Il y en a eu moins cette année. Hein. Beaucoup moins. Oui. Ah oui, on n'en a pas entendu. Avant, ça commençait une semaine avant. On dirait un mariage traditionnel. Exactement. Au niveau des prix, c'était assez cher. Hein. Donc ça a dissuadé un peu. Pas beaucoup, non. La quantité, c'est pas comme d'habitude. Donc il n'y avait pas autant de vendeurs, de petits vendeurs à la sauvette, il n'y avait pas. Et même au niveau du prix, c'est beaucoup plus élevé que les autres années. Ben, tant mieux.
franchement, tant mieux. C'est le fruit du travail de la société civile, oui. Notamment vous et un bon nombre d'associations, en plus des pouvoirs publics évidemment, avec des campagnes de sensibilisation et des campagnes de répression à l'encontre de ceux qui commercialisaient ces produits. Alors du coup, vous arrivez avec des denrées qui servent pour tous les jours, avec des couffins, et ça c'est bien, vous luttez contre le sac plastique. Combien de paniers ont été distribués ? Alors on a distribué, on a visé 5 régions, donc la région sud, Biskra et Adrar. On a fait à Annaba, mais aussi au niveau de Belabès et au centre. Selon quels critères ? En fait, c'est par rapport aux familles dans le besoin, dans notre base de données. Voilà. En fait, la fondation, dans nos campagnes de distribution, on s'est organisé en 5 régions. Donc la région première sud, la région est, ouest, centre et le nord. D'accord. Voilà. On peut voir votre panier ? Oui. Mais combien de paniers en tout ? On a fait plus de 200 couffins. 200 couffins ? Ouais, c'est conséquent. Ah, c'est pas mal. Dans un laps de temps très réduit. Est-ce qu'il existe encore les producteurs de couffins ? Évidemment, justement, et il existe encore, et c'est d'ailleurs tout l'objectif de ce projet-là, c'est justement d'encourager cet entrepreneuriat c'est un entrepreneuriat vert, évidemment, dans des milieux ruraux. Et il faut vraiment encourager. Voilà. Oui. Vous avez toujours autant de partenaires qui vous accompagnent, de mécènes ? Alhamdoulilah, oui. La stratégie de la Fondation reste fixe. C'est la collaboration des institutions officielles, des opérateurs économiques et nous en tant que société civile. Et d'ailleurs, maintenant, la Fondation Nasl Khair a orienté sa stratégie beaucoup plus vers la formation et dans la concrétisation de projets concrets. D'ailleurs, pour ce projet-là, il y a des femmes, c'est des femmes qui ont fabriqué ça, donc en collaboration avec nos partenaires HEC Paris, l'association HEC Paris et l'association Al-Intisar. Donc il va y avoir un parrainage justement de ces femmes-là pour promouvoir leur business, donc tout ce qui est en communication et en communication et en gestion de leur entreprise. Alors, je ne montrerai pas les produits, par souci de pub. Après, ce que vous avez fait, c'est magnifique pour les familles qui sont dans le besoin. Mais il y a deux marques. Je veux dire, tu leur fais plus de pub, quoi. Ils existent depuis. Depuis toujours. Oui, on les connaît. Tu vois, quand t'es né, tu es né avec le pouce dans la bouche. Nous, on est né aussi avec ces marques aussi. Il y a Benterif. Oui, Hanna Benterif. L'incontournable. C'est comme Noara, quoi. Alors, d'ailleurs, petit message à ces entreprises-là. Si vous amusez à aller vers des agences de communication pour redesigner votre logo et tout, c'est la pire bêtise que vous avez fait. Exactement. Alors, il y a des marques, vaut mieux pas y toucher, quoi. Non, mais c'est vrai, les Bimo, les Benterif, les Noara et tout. Sérieusement, reste comme t'étais. C'est ça qui fait le charme. Tu te dis, c'est une vieille marque qui date de nos grands-mères. Et c'est une identité. Et t'as envie de les voir comme elles étaient, quoi. Exactement. Au moins, on se repère un peu. Après, tu designs, tu me ramènes une femme européenne, tu mets la photo et tu dis... Ça marche pas. Et puis... Le mazhar. Ah bah oui. Oui. Pas que, hein. Arôme de fleurs d'oranger. La zeina. Magnifique. En tout cas, ça... C'est super ce que vous faites. Franchement, bravo. Merci. Alors du coup, madame, le bougainvillier, on en parle, on revient à vous dans quelques instants. Vous connaissez le bougainvillier ou Oui, que j'adore. J'en parle aujourd'hui parce que tout simplement il est en fleurs, donc avant l'hiver, donc avant que vraiment l'hiver soit rude. Il est en fleurs en ce moment et surtout il a été bouturé donc au mois de mars et aussi dans un mois à peu près aussi ça sera encore le moment de bouturer le bougainvillier. Mais là il est en fleurs et j'ai pas pu passer à côté, donc j'ai décidé de vous ramener les images. Vous allez voir, c'est vraiment une cascade de couleurs. C'est parti, c'est signé Myriam Moussaïd. Novembre en fleurs. À l'heure où les arbres se dégarnissent de leur feuillage, les bougainvilliers nous offrent un dernier spectacle de couleurs avant la grisaille de l'hiver. C'est dans une pépinière à Stawali que ces bougainvilliers bouturés en mars renforcent leur système racinaire. Originaire du Brésil et rapporté par l'explorateur français Antoine de Bougainville,
cet arbuste s'est acclimaté sous toutes les latitudes tempérées. Symbole de l'été et des beaux jours, le bougainvillier est une plante grimpante qui fleurit pratiquement plusieurs fois par an. Ses fleurs, aux couleurs vives, offrent un spectacle de couleurs. Rose, rouge, orange, jaune, blanc et mauve. Cet arbuste est idéal pour palisser les haies, les murs ou tout simplement orner un bout de jardin. Facile d'entretien et à la croissance rapide, cet arbuste nous offre des couleurs et du graphisme. Mais sans le parfum, car les fleurs du bougainvillier ne sont pas odorantes. Mais ce détail n'a nullement freiné son succès. Et très saute musique pour un bougainvillier quand même, hein. La musique? Ouais. Bon, vous êtes cru où? Hein? J'ai été emportée par la beauté des couleurs et je me suis laissée aller. Allez, je me suis dit, allez, on va se détendre un petit peu. Ouais. Un peu zen de bon matin. Ouais. Voilà. J'ai un peu petit, je suis pas. Qu'est-ce que tu voulais du rock'n'roll? Non, le bougainvillier, c'est quoi? C'est comment elle s'appelle? C'est la môme, quoi. C'est des musiques qui font valser, qui font danser, c'est les couleurs, c'est les senteurs, c'est... Bon, écoute, la prochaine fois, pas de souci. Je te mettrai un morceau qui te conviendra. Ouais. Alors du coup, bougainvillier, dispo? Oui, alors dispo, on peut l'acheter dès maintenant, on peut déjà le mettre dans son balcon ou dans son jardin. Les prix, tout dépendra de la taille du bougainvillier, plus il est grand. Et bam, première attaque, un pot à 5000 dinars, vous confirmez non, ou pas? non, je confirme pas. Eh ben voilà, vous êtes une menteuse, madame la réalisatrice. Non, je pas le 5000 dis aujourd'hui, dinars, c'est devant pas des vrai. millions de téléspectateurs. C'est entre 400 et 600 dinars un bougainvillier, voilà. Et après, il faut l'entretenir. Alors, elle confirme, dans les pépinières, 4000, 5000, vous répondez quoi à cela? Non, ça dépend. Donnez-lui un micro à votre réalisatrice, là, qu'elle participe directement. Ça dépend où vous allez. Maintenant, si vous allez du côté de Sidi Yaya, bah écoutez, vous payerez le... Si, il y a une pépinière? Si, Il y en a une? Donc ça dépend, ça dépendra des quartiers. Est-ce qu'il y a une pépinière ou pas, Sidi Yahya? Pépinière? Sidi Yahya, Saïd Hamden Haydra. Pas pépinière, non. Non, je rigole. C'était juste pour dire Sidi Yahya. Bon, ça faut dire que ça dépend des quartiers. Je crois qu'il y en avait un qui vendait des fleurs là-bas. Je sais pas si... Ils vendent beaucoup, il y en a beaucoup des... Il y a beaucoup? Ouais, c'est pas mon secteur, donc... Non, mais pas forcément. C'est pas ce qu'on croit. Je vous dis, c'est vraiment pas ce qu'on croit. Vraiment pas. Bah écoutez, moi j'ai demandé... On mange pas le plus cher là-bas, j'habite juste au-dessus, donc du coup, j'y travaille en plus. Alors regarde, j'ai demandé un tuyau d'arrosage à Dil Ibrahim, donc il m'a dit 30 000 dinars. J'ai été dans un autre quartier, il y avait 10 000 dinars en moins. Donc quand même. Un tuyau d'arrosage à 20 000 oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il arrose, il roule en fait, il a des roues, il s'enroule facilement. Il est en couleur. Il est en couleur. Vous avez raison, Ben oui, vous auriez voilà. dû aller chez... Je vais vous dire chez qui. Vous auriez dû aller... Bon, je fais pas de pub, hein, mais bon, c'est une entreprise locale. C'est ceux que vous avez déjà invités, Jardiville. Jardiville, oui. Vous en rappelez ou pas? Oui, bien sûr. La fameuse société qui commercialise... qui a des plantations, mais qui fait des produits de jardinage et des... C'était Baha, c'est ça? Jardiville. Je crois, oui. C'était ça. C'est vrai que chez eux, j'ai pas encore été, voilà. Ouais. Donc c'est vrai, tout dépend du quartier. Pas encore. Oui. J'arrose encore avec mon arrosoir. On a un billet pour la Chine, vous l'aurez moins cher. Peut-être, ouais. Alors, ou sinon, allez à je sais pas, peut-être vous connaissez mieux les plans. Sincèrement, sortez d'Alger. Oui. Sortez d'Alger. C'est clair. Sortez d'Alger, je vous le dis. Sortez d'Alger. Vous voulez acheter du matériel électrique, l'électricité, électronique et autres, vous allez à l'Alma. Vous avez envie d'acheter des produits agricoles, les produits avec lesquels on fabrique aussi, avec lesquels on cultive. Vous allez du côté de l'Ouest. Chaque région, sortez d'Alger. Alger, c'est fait pour les touristes, quoi. C'est fait pour nous. Ça fait l'effet. On est arrivés, ils nous ont chopé en se disant tiens, tu peux leur vendre ce que tu veux à n'importe quel prix. Et c'est vrai. Ouais. Bah oui. Bon. Effectivement. Après, c'est la liberté de commercer, de mettre le prix qu'on veut. C'est clair. Bah après, le choix nous revient à nous. On a envie de payer un prix fort et ne pas se casser la tête, ou alors aller faire quelques kilomètres en plus, ça fait une balade et voilà. Ouais. Et ça fait des économies aussi. C'est ça. Ensuite Bon, bah c'est bien. Moi, je veux le même couffin. J'en ai un petit, mais il faut un peu plus grand. À l'occasion du salon, alors vous dites, vous les avez fabriqués
La région de Chlef. Dans la région de Chlef. Mais à l'occasion du salon le salon de l'artisanat de l'année dernière, oui. Votre 2018 toujours, il y en avait, mais qui venaient beaucoup de Boumadres. C'était eux qui mettaient c'était eux qui mettaient... Qui montraient le plus. Enfin, en fait, il y avait les Tunisiens d'un côté qui nous vendaient des fotates, et puis il y avait les Algériens qui vendaient des tchfenates et des koufins. Alors à Chlef, il y a un marché le mercredi des koufins. Ah, ça c'est sympa. C'est un marché. Mercredi. Bon, je crois que mais je où à serai mercredi. Il faut me donner l'adresse. En plein dans la ville. Voilà. Ben, mardi prochain, mercredi, on y va. Oui, c'est clair. Sérieux On grille le briefing. C'est la seule manière d'avancer ton directeur, ta rédactrice en chef, ta chef d'unité. Je viens pas mercredi, je vais au marché des Koufins. En plein Chlef. À quelle heure 6h du matin. C'est toujours le matin très tôt, c'est clair, marché. Bien sûr. Bon, et donc, juste pour savoir, c'est fait avec... Halfa. Avec le halfa, donc c'est pas avec les palmes. Non. Je pensais que c'était fait à base de palmiers, des feuilles de palmiers. Ça dépend. Chaque région, en fait, selon ce qu'ils trouvent, parce qu'il faut dire que le halfa c'est sauvage, donc il y a des régions où on en trouve et d'autres où on n'en trouve pas. D'accord. Halfa, vous allez à Tipaza aussi, en alpha. Ah oui. Voilà. Alors l'autre projet du côté de Nasl Khair, vous avez un bateau d'expédition. Comment vous avez appelé votre projet? Algerian Explorer. Algerian Explorer. D'accord, ça consiste en quoi? Alors c'est un bateau dépollueur, ouais. Donc qui a son premier objectif est de dépolluer en commençant par les ports et les abords, mais aussi c'est sur 360. Donc ouais. En premier lieu c'est de nettoyer les ports, mais aussi c'est des déchets qu'on va récupérer qu'il faudrait par la suite recycler. Donc ce projet-là est toujours justement en collaboration avec les institutions officielles et les opérateurs économique. La vision de cela, c'est que ce bateau-là puisse être dupliqué, mais aussi il a un impact scientifique parce que ce qu'on va récolter, c'est de la data, c'est des calques qu'on va récupérer, des calques de déchets qu'on trouve qui seront le but, tu vas le prendre. Le bateau, tu vas la colle. Là. Et voilà. Par rapport par rapport à ça, on insiste à justement qu'il y ait cette collaboration-là, parce que la fondation y est, c'est-à-dire les compétences sont là, l'expertise des ingénieurs est là, mais voilà, maintenant il faudrait que ça soit un projet de diverses collaborations pour cause de moyens. Voilà. Qui sont très importants. Chère madame, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Allez, à vous. Je vous souhaite merci, bonne continuation. Merci. Sinon, et bravo pour ce que vous faites. Vous faites quoi à côté? Là, maintenant, je suis en train de rechercher la meilleure opportunité dans la gestion de projet en vue de mon divers cursus entre la géophysique, les finances et le marketing. Donc voilà, je suis en recherche active de la meilleure opportunité. Voilà. Super. Eh bien, bon courage. Allez chez Google, là, avec autant de choses à... Non mais c'est très bien, bravo Kenzan Chab. Vous saluerez Tarek Zarouki, toujours à Nasl Khair. Évidemment. Vous saluerez aussi, comment s'appelle l'autre, notre ami toujours aussi. Beaucoup les amis. Non. Ah mon Dieu. Un super garçon d'ailleurs, qui est avec vous derrière la fondation depuis les débuts. Enfin, vous embrasserez l'ensemble de l'équipe. Avec plaisir, merci. Et puis on rappelle, il y a un événement qui va se dérouler à l'ESA, l'École supérieure des affaires, cet après-midi. Ça s'intitule Union Évolution Success, My Comfort, avec Hellocom, ESA Évolution, l'École supérieure algérienne des affaires, avec des femmes, des femmes entrepreneurs qui seront femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise. On dit pas entrepreneurs, c'est moche en plus. Ça va se dérouler cet après-midi, c'est de 14h à 18h. C'est une superbe conférence à découvrir. Allez-y, ça encouragera les jeunes qui lancent ce genre d'initiative. Voilà, et ce sera l'occasion de discuter, de débattre un peu sur les difficultés, mais les facilitations aussi existantes. Merci camarades, on se retrouve dès vendredi prochain. Merci Myriam, merci à tous.